Et à 1h12:15, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, dans le cadre de la résolution du conflit en zone anglophone, Gargaman Hadji, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, livre les revendications de la population anglophone après 2 ans de médiation à Bamenda, au nord-ouest du pays. Au Rwanda, le gouvernement souhaite rendre l'enseignement plus professionnel. L'amélioration de l'enseignement technique et professionnel permettra ainsi de répondre aux besoins du marché du travail. Et puis le Sénégal lutte contre la propagation des déchets plastiques, un défi environnemental. Le gouvernement prévoit de revoir la loi sur l'usage du plastique votée en 2015. Mais d'abord, les pays d'Afrique de l'Ouest doivent au préalable répondre aux critères de convergence pour l'entrée en vigueur de la monnaie commune, l'ECO, dès 2020. C'est ce qu'a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara ce 9 juillet. La Côte d'Ivoire respecte les critères selon lui, mais d'autres pays de la zone CEDEAO ne sont pas encore prêts à adopter la nouvelle monnaie qui devrait remplacer le franc CFA. Rappelons que la décision de mettre en place une monnaie commune a été annoncée le 29 juin dernier lors d'un sommet de la CEDEAO à Abuja. Au Cameroun, dans le cadre de la résolution de la crise anglophone qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Gargaman Hadji, avait été mandaté en 2017 pour résoudre la crise au Bamenda, au nord-ouest du pays. Après consultation des leaders anglophones, le responsable livre les revendications de la population anglophone. On l'écoute. Ils m'ont dit tous qu'ils avaient un certain nombre de griefs contre le gouvernement central. Ils parlaient de la marginalisation. Ils parlaient de l'invasion par les francophones des régions dites anglophones. Ils parlaient du fait qu'ils n'ont jamais été attributaires des ministères de souveraineté, défense, justice. Et ils parlaient du problème d'éducation, notamment du système éducatif anglophone. J'avais noté cela. Voilà ce qu'ils avaient soulevé. J'ai rendu compte au président de la République et par écrit. Et j'ai compris qu'il avait tenu compte de mes propositions. Parmi les problèmes soulevés, l'invasion par les francophones. Immédiatement, il y a eu un mouvement préfectoral. Et les préfets qui étaient en majorité francophones ont été rapatriés dans leur zone de langue empruntée à la colonisation. Et au niveau de la justice, il en avait été de même. Le ministère de souveraineté qu'ils cherchaient, le ministère leur a été confié. Le sous-système éducatif dont ils parlaient, ils voulaient qu'il y ait au moins un ministre anglophone. Aujourd'hui, le ministère des enseignements secondaires est occupé par une dame du sud-ouest. Ils avaient parlé de joint committee, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue, et ils voulaient une commission paritaire. Et j'en ai parlé au président. Et le président est d'accord sur le principe. Maintenant, il y a les modalités. Qui doit représenter qui? Et évidemment, ils ont parlé aussi de la forme de l'État. Et ils veulent la fédération. Au Togo, le PRO-MIFA, un projet d'appui au mécanisme de financement agricole, nourrit de grandes ambitions pour le secteur agricole. Le secteur constitue une filière clé pour l'économie du pays. Lancé le 5 juillet, le projet vise à rendre la filière agricole plus professionnelle. Philomentine. Le projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole dénommé PROMIFA envisage injecter 20 milliards de francs CFA étalés sur une durée de 6 ans dans le secteur agricole togolais. À travers ce montant de financement, le PROMIFA contribuera à la révolution de l'agriculture dans le pays en la rendant plus professionnelle et orientée vers le business. Ce mécanisme a pour ambition de structurer les petits producteurs en coopérative et de les lier avec le marché pour faciliter leur accès au financement agricole. Le FIDA a trouvé pertinent de soutenir cette innovation majeure dans le secteur agricole afin d'accompagner le MIFA pour développer l'organisation des chaînes de valeur. Les différents acteurs des filières avicoles, maraîchères, riz, maïs et incubateurs vont apporter un appui technique au développement des chaînes de valeur agro-pastorales ainsi qu'à l'accès au marché et à des services financiers ou non financiers à 300 000 bénéficiaires directs dont des femmes et des enfants. Le PROMIFA pour
pourrait engendrer 40 000 emplois, dont 100 000 auto-emplois. Le secteur agricole bénéficie de toutes les attentions du gouvernement. Le secteur est aujourd'hui au cœur du plan national de développement PND 2018-2022, en ce sens que l'axe 2 des 3 axes du mécanisme veut transformer les zones de développement agricole en des pôles de transformation agricole. Selon un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a réalisé en 2018 une croissance économique de 4,9% en raison des performances de son secteur agricole. Les nouvelles politiques initiées par le gouvernement, comme le projet de création d'agropoles au nord du pays, sont à l'origine de ce regain d'activité agricole. Les experts prévoient à nouveau une croissance de 5% en 2019 et 5,3% en 2020. Au Rwanda, le gouvernement veut professionnaliser l'enseignement. Pour ce faire, 100 milliards de francs rwandais devraient être investis au cours des 5 prochaines années. Une somme qui permettra d'assurer le bon fonctionnement des établissements de formation technique et professionnelle et ainsi répondre aux besoins du marché du travail. Corinne Kamsofian. Entre 2019 et 2024, le gouvernement rwandais compte investir au moins 100 milliards de francs rwandais pour professionnaliser davantage son enseignement. Face à une demande croissante de la main-d'œuvre qualifiée, ce plan quinquennal devrait faire croître le taux de satisfaction des employeurs qui passerait de 78% actuellement à 85% d'ici 2024 et faciliter l'auto-emploi. Nous souhaitons mettre en place des systèmes efficaces de soutien aux étudiants, garantissant une orientation professionnelle adéquate et préparant les étudiants à entrer sur le marché du travail. Cela signifie que nous devons construire davantage d'écoles de l'enseignement et la formation technique et professionnelle de manière à ce que la plupart de ceux qui terminent leurs études au niveau ordinaire rejoignent ces écoles. Le gouvernement rwandais a pour objectif de créer au moins 1,5 million d'emplois non agricoles d'ici 2024. Les secteurs prioritaires sont la construction, l'agroalimentaire, la fabrication, les arts créatifs, les services fondés sur la connaissance, le tourisme, l'hôtellerie et les transports. C'est très important d'investir dans la formation, les séances pratiques, le placement de corps enseignants. Il n'y a pas que ça, il y a le développement des infrastructures, parce que comme nous le savons très bien, l'enseignement, c'est pas seulement l'enseignant qui donne cours, mais toute la logistique qui va avec l'enseignement, notamment les écoles, le matériel scolaire, le matériel didactique, tout ce qui va avec la technologie. Il faut que le système éducatif parvienne à produire des gens qui ont des solutions à des problèmes de développement. Pour le gouvernement rwandais, 60% du total des élèves de l'éducation de base doivent être inscrits dans les écoles professionnelles d'ici 2024, contre 39% aujourd'hui, avec un accent particulier sur la parité homme-femme. Au Sénégal, la propagation des déchets plastiques constitue un réel défi environnemental, des déchets plastiques qui avoisinent les 10 000 tonnes, ce qui affecte également la santé publique. Le gouvernement prévoit donc de réviser la loi sur l'usage du plastique votée en 2015. Reportage de notre correspondant, Elan Ndiaye. Les sachets plastiques envahissent le quotidien des Sénégalais comme la plupart des capitales africaines. Les conséquences négatives de la croissance exponentielle des déchets plastiques sur l'environnement ont amené certains à proposer l'interdiction de leur usage. D'ailleurs, la loi sur l'usage, la production et la commercialisation du plastique sera révisée et appliquée selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Surtout, on en avait entendu déjà parler de cette même révision. Mais on en a senti sur cette fois le rassemblement des chefs religieux qui sont venus nous accompagner à la prière pour appeler le peuple sénégalais à faire respecter cette loi, à chercher de nos vies les sacs plastiques qui sont dangereux pour notre santé. Ce qui serait assez difficile à l'heure actuelle car le plastique s'est bien implanté au Sénégal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les déchets issus du plastique, de l'électronique et des produits chimiques dangereux en général seraient responsables à eux seuls de plus d'1,5 million de morts par an. Vous savez, tout ce qu'on vend, même si ça ne nécessite pas de sac en plastique, les clients le réclament. C'est devenu une habitude. On doit aussi voir du côté de ceux qui amènent ces sachets au Sénégal. Parce que si les clients ne le voient plus, ils ne vont plus en demander. Au Sénégal, les déchets plastiques représentent 2,5% de la masse globale des ordures ménagères, ce qui correspond à un tonnage qui avoisine les 10 000 tonnes. Ce tonnage croît à un rythme de 7% en moyenne par an.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Actualité continue sur Africa 24.